Bonjour, je m'appelle Olivia Aubertin et je suis directrice de la communication chez Subbiotech. Et je suis ravie de vous accueillir ce soir, entourée d'experts et de témoins, pour répondre à la question « C'est quoi un ingénieur ?» À mes côtés, je vous présente les experts. Mathilde Savoie, directrice du cycle ingénieur en apprentissage de Subbiotech. Bonjour Mathilde. Bonjour. Frédérique Buil, directrice des relations entreprises de Subbiotech. Bonjour. Pierre Valraffen, CIO de Cipio, une entreprise de biotechnologie. Bonjour. Bonsoir. Et je vous présente également 3 témoins. Chloé Gras, étudiante en biotech 1. Bonjour. Lucie Civilet, étudiante en biotech 5. Bonjour. Bonjour. Et Johan Dix, ex-étudiant de Subbiotech, ingénieur aujourd'hui au Généton. Bonsoir. Bonjour. Nous avons fait un micro-trottoir dans la rue pour savoir ce que les gens pensent du métier d'ingénieur. Je vous propose de regarder ce film et d'écouter les réactions de nos experts et témoins sur le sujet. Ça ne sert pas à faire grand-chose. C'est pouvoir créer des choses et inventer de nouvelles choses, je sais pas. C'est construire des choses, réfléchir à des concepts mécaniques. C'est apporter une certaine connaissance et une technologie dans la recherche, dans l'étude et puis dans la mise en application de ce que l'étudiant a pu apprendre au cours de sa formation. Ingénieur, pour moi, c'est avoir un esprit scientifique et être capable de mener une démarche avec un raisonnement construit et de pouvoir intervenir dans différents domaines. Un ingénieur, pour moi, c'est un chef de projet. C'est quelqu'un qui est capable de voir la globalité d'un projet, un projet dans son ensemble et d'en comprendre tous les tenants et les aboutissants. C'est quelqu'un qui est capable de s'adapter. C'est vraiment quelqu'un qui a une capacité d'adaptation pour pouvoir gérer des équipes, gérer des problèmes dans un projet, réadapter un projet et l'aboutir dans les deadlines imposés. Vous avez vu que les réactions sur le métier peuvent être très diverses et contrastées. Je vous propose d'écouter Mathilde Savoie, qui est directrice du cycle ingénieur en apprentissage chez Subbiotech. Dites-moi, Mathilde, il me semble qu'on peut avoir le poste d'ingénieur dans une entreprise sans avoir eu un diplôme d'ingénieur. C'est possible? Et si oui, pourquoi faire une école d'ingénieur? Alors, c'est possible. C'est possible, effectivement, de travailler en tant qu'ingénieur sans avoir le diplôme d'ingénieur. Pour moi, il ne faut pas penser forcément diplôme, mais plutôt formation, et formation en école d'ingénieur. Cette formation, elle est pensée pour répondre aux besoins en compétences des entreprises, donc des employeurs, ou des futurs employeurs. Un ingénieur, c'est une personne compétente, professionnelle, dont la mission est de répondre à des problématiques d'ordre technique, notamment, grâce à ses compétences scientifiques, économiques et humaines. Dans cette définition, on peut voir que, surtout l'importance de la compétence, qui est un mélange à la fois de savoir, de savoir-être et de savoir-faire. La formation en école d'ingénieur, elle est pensée en ce sens. On a l'acquisition du savoir qui se fait notamment à travers les cours magistraux. Celle du savoir-faire qui est fait lors de la mise en pratique et en application avec les TP, les travaux pratiques, les projets et aussi les stages. Je viens de citer les projets qui sont une composante importante de la formation d'un ingénieur en école d'ingénieur. C'est notamment à travers le management, on va dire, des différents projets que l'élève peut avoir tout au long de son cursus, qui lui permet notamment d'appréhender ce que ça sera son futur travail. Et puis, c'est aussi au sein des équipes de projet qui va construire son savoir-être professionnel, qui est
qui est une composante très importante. L'élève ingénieur, il aura aussi acquis pendant ses études une dimension internationale qui est importante dans le monde actuel. Et ça lui permettra d'avoir les clés pour travailler dans un monde qui est à la fois global et multiculturel, donc assez particulier. Pour moi, c'est tout ça qui fait la force des écoles d'ingénieurs. C'est une formation qui est construite pour les élèves et qui répond aux attentes de leurs futurs employeurs. Vous dirigez le cycle ingénieur en apprentissage, Mathilde. Si je choisis l'apprentissage plutôt qu'un cycle classique, est-ce que ça fera de moi un meilleur ingénieur? Alors, ce n'est pas une question de meilleur ou moins bon. C'est une question d'approche différente de la formation. Il faut savoir que l'élève apprenti et l'élève ingénieur, notamment ceux de Subiotech, ils recevront à la fin de leur cursus le même diplôme exactement, le diplôme d'ingénieur de Subiotech. Parce que ces deux formations, elles visent l'acquisition des mêmes compétences à la fin du cursus. La formation, on va dire classique, qu'on appelle la formation initiale, et la formation par l'apprentissage, elles ne sont juste pas construites pour le même type d'élève. L'élève apprenti, lui, il devra avoir, avant même son entrée à l'école, une appétence pour le monde de l'entreprise. Car il doit signer un contrat d'apprentissage pour être admis à l'école. C'est une composante auquel on ne peut pas déroger. Il aura aussi, normalement et souvent, un projet professionnel qui sera bien défini parce qu'il aura travaillé à travers notamment sa recherche de contrat. L'élève ingénieur, lui, il aura plus de temps. Il aura du temps pour trouver sa voie, trouver son projet professionnel. Il va le faire à travers les enseignements qu'il va suivre tout au long de son cursus. Et puis, les choix d'options qu'il va faire aussi, qu'il aura à faire pour personnaliser son cursus. Je dirais que pour moi, c'est les deux principales différences de ces deux voies de formation. En fait, deux voies de formation qui font de parfaits ingénieurs, si je comprends bien. Exactement. Je vous avais demandé de nous présenter une image de ce que représente pour vous le métier d'ingénieur. Je crois qu'on a l'image. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer? Alors, cette image, pour moi, c'est vraiment l'idée de l'ingénieur qui est là pour résoudre une problématique, une et souvent plusieurs au cours de sa carrière. Et donc, il va résoudre la problématique que son employeur va lui donner en prenant en compte l'ensemble des paramètres qu'il peut y avoir. Donc, ça peut être les paramètres mondiaux, des paramètres environnementaux, au sein de son entreprise même. Et ça, il va le faire en utilisant à la fois la formation qu'il peut avoir eu en école d'ingénieur, sa créativité. Il va aussi travailler en équipe et vraiment voilà, tout mettre en œuvre et tout mélanger pour arriver à trouver une solution, une ou plusieurs solutions. Merci beaucoup Mathilde. Nous allons maintenant accueillir Chloé Gras, qui est étudiante en biotech 1, en première année chez Subiotech. Bonjour Chloé. Bonjour. Lorsque vous avez commencé le lycée, Chloé, est-ce que vous saviez déjà que vous vouliez devenir ingénieur? Et sinon, à quel moment est-ce que vous avez compris que c'est le métier que vous vouliez faire? Non, pas du tout. Au lycée, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire dans le futur. Je savais que les matières qui m'intéressaient particulièrement, c'était les sciences et surtout les sciences du vivant. Mais j'avais aucune idée du métier que je voulais faire dans le futur. Et en première, lors du salon de l'étudiant, j'ai rencontré Subiotech. Et en terminale, j'ai longtemps hésité entre Subiotech et tenter la PACES, donc la première année commune aux études de santé pour arriver à faire médecine ou pharmacie ou des métiers dans la santé. J'ai fini par tenter la PACES l'année dernière. Et comme je ne l'ai pas eu, je me suis réorientée et j'ai choisi Subiotech.
Et alors, depuis que vous êtes à Subiotech, à la fin de ce presque premier semestre ou à la presque fin de ce premier semestre, est-ce que votre perception du futur a évolué ou comment ça se passe pour vous? Oui, énormément. Déjà, j'ai continué à étudier les matières que j'avais commencé à étudier l'année dernière en PACES, donc essentiellement des matières tout ce qui touche les sciences du vivant. Et en plus, j'ai découvert d'autres matières telles que l'informatique ou l'économie. Et j'ai aussi pu développer et créer des projets de groupe avec d'autres personnes de l'école. Et donc, ça m'a un peu plus précisé et développé ce qu'était le métier d'ingénieur, qui est travailler avec d'autres personnes, mettre en commun ses idées, ses connaissances. Et je suis très contente de mon choix et je suis très heureuse de tout ce que j'étudie. Vous avez une idée, juste avant de conclure, de ce que vous aimeriez faire comme métier, hein, j'entends. Pour l'instant, c'est toujours un peu dans les sciences de la santé. Mais comme on a diverses matières, diverses majeures possibles, que je vais peut-être changer mon choix dans le futur, dans les 5 ans à venir. C'est tout l'intérêt de Subiotech, c'est qu'on peut changer assez régulièrement et voir ce qui nous plaît et ce qu'on a envie de faire. Merci Chloé. Je m'adresse maintenant à Frédérique Buil, qui est directrice des relations entreprises chez Subiotech et qui accompagne les étudiants vers l'entreprise. Bonjour Frédérique. Bonjour. Frédérique, votre rôle consiste à accompagner les étudiants dans leur recherche de stage et d'emploi lorsqu'ils sont diplômés. Ma question est simple, est-ce que c'est difficile pour un futur ingénieur de trouver un stage ou un emploi ? Alors, tout d'abord, c'est vrai que le stage fait partie intégrante de la formation d'ingénieur. Donc nous, au sein de Subiotech, on a 3 stages obligatoires, un stage de technicien, un stage d'assistant ingénieur et un stage d'ingénieur. Alors le stage de technicien, dans d'autres écoles d'ingénieurs, ça va correspondre au stage ouvrier, en fait, qui est du coup très opérationnel. Donc au cours de ces 3 stages, ils ont l'occasion d'acquérir pas mal de compétences. Alors par rapport à la difficulté de trouver un stage, c'est assez variable, ça dépend des étudiants, ça dépend de ce qu'ils recherchent. Alors nous, on les accompagne, ces étudiants, dans leur recherche de stage. Donc on a notamment une plateforme où on met en ligne toutes les offres qu'on reçoit de nos entreprises partenaires. Et on organise aussi des ateliers d'élaboration de CV, de lettres de motivation, de simulation d'entretien, enfin tout ce qui peut les aider en fait à créer leurs outils de candidature. Donc il y a des étudiants qui trouvent très facilement des stages, il y en a qui mettent un petit peu plus longtemps, ça dépend de ce qu'ils recherchent, il y en a qui ont une idée très précise du type d'entreprise ou de la fonction qu'ils souhaitent occuper. Il y en a qui au contraire sont beaucoup plus larges, acquièrent des opportunités. Il y a à peu près la moitié qui trouvent un stage grâce à l'école, mais les autres trouvent grâce à des candidatures spontanées ou à leur réseau personnel ou professionnel qu'ils construisent au fur et à mesure des 5 ans de l'école. Donc c'est variable, mais en même temps, tout le monde trouve un stage en temps et en heure. Donc finalement, c'est pas si difficile que ça. Oui, d'ailleurs, vous qui suivez leur parcours à travers les stages qu'ils font en 2e, 4e et 5e année, tout à l'heure, Chloé nous a dit qu'il pouvait y avoir éventuellement des changements. Est-ce que vous remarquez, vous, plutôt une continuité dans leur choix ou alors au contraire, est-ce que c'est l'occasion pour eux de tester différentes choses ? Alors, nous, à Subiotech, on va plutôt, et je pense que c'est le cas des autres écoles d'ingénieurs, on va plutôt inciter à la diversité, c'est-à-dire que les étudiants ont 5 ans pour expérimenter plusieurs choses. Donc, comme il y a 3 stages, on les encourage à faire un stage recherche, souvent en 3e année, mais après, en 4e année, ils peuvent s'ouvrir, continuer à faire de la recherche appliquée, mais ils peuvent aussi faire de la production, de la qualité, du réglementaire, du marketing, du commercial, aussi bien dans un grand groupe que dans une petite entreprise, dans le secteur de la santé, de l'environnement, de la cosmétique, de l'agroalimentaire. Donc, du coup, c'est très large. Donc, on encourage plutôt cette diversité. Après, l'école offre un socle commun de compétences qui est suffisamment large pour que les étudiants puissent transférer leurs compétences d'un secteur d'activité à l'autre et d'une fonction à l'autre. Dans les faits, il est vrai que quand même, on a des parcours où souvent les étudiants font un stage dans le même secteur ou dans la même fonction entre la 4e et les 5e année.
Pour prendre des exemples là, qui sont affichés dans le sien, on a notamment par exemple, Olympe qui a fait tous ses stages dans la cosmétique, mais pas forcément dans la formulation. Elodie a toujours travaillé dans l'agroalimentaire, mais elle a travaillé dans la qualité et aussi dans la production. Camille a travaillé dans la cosmétique d'abord, dans l'alimentaire en 4e année, puis dans la cosmétique. Elle est passée d'une fonction qualité à une fonction agroalimentaire, à une fonction production. Après, on va avoir des profils qui vont faire du marketing en 4e année, revenir à la R&D en 5e année, poursuivre par une thèse, parce que aussi les compétences, elles s'acquièrent au travers des cours, des projets, de la vie associative. Donc, on peut acquérir des compétences en marketing au travers des stages, mais aussi au travers de sa vie associative via une junior entreprise, par exemple. Donc, tout ça fait qu'on peut passer d'un secteur et d'une fonction à l'autre. Juste pour terminer, en fait, j'attire votre attention sur une enquête qu'on a fait avec Ipsos sur les compétences recherchées des ingénieurs. Alors, c'est la slide suivante. Donc, qui montre en fait que la compétence, ce que disait d'ailleurs une personne qui avait été interviewée, que la principale compétence, c'est l'esprit d'initiative, la capacité d'adaptation et notamment la capacité à s'intégrer à une équipe. Alors, même si fondamentalement, on recherche des compétences techniques et scientifiques, quand on recrute un ingénieur, on recherche aussi des compétences, ce qu'on va appeler des soft skills, donc la capacité à travailler en équipe, à gérer un projet, à travailler avec des équipes pluridisciplinaires, donc à avoir des qualités de communication aussi et à être curieux de son environnement réglementaire et économique. Donc tout ça fait que finalement, les compétences les plus recherchées chez un ingénieur sont bien sûr ses compétences techniques et scientifiques, mais aussi ses compétences plus transverses qu'il va développer au travers des projets, des stages, de ses cours et de sa vie extrascolaire. Merci Frédéric. Je vous avais demandé également de nous montrer une image qui représente ce qu'est pour vous un ingénieur. La voilà. Voilà. L'idée de l'engrenage me plaît bien, déjà parce qu'elle reflète le côté technologique de la fonction d'ingénieur. Elle me fait penser à la réflexion aussi. C'est vrai qu'on représente souvent les neurones par des rouages. Et aussi parce qu'un ingénieur, il s'assure du bon déroulement d'un process et qu'il a une vue globale d'un ensemble complexe, parce qu'un rouage forcément s'enchaîne sur un autre rouage qui lui-même va s'enchaîner sur un autre rouage. Donc l'ingénieur doit savoir quand il y a une panne ou quand il y a une défaillance, savoir remonter en fait la chaîne pour trouver la source du problème. Merci beaucoup Frédéric. Merci à vous. Question maintenant à Lucie Civilet, qui est étudiante en Biotech 5, c'est-à-dire en dernière année du cycle ingénieur. Bonjour Lucie. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre stage de fin d'études qui va débuter prochainement pour 6 mois chez L'Oréal? En quoi vous pensez qu'il va vous aider à devenir ingénieur ou en tout cas à progresser dans le métier d'ingénieur? Alors, bonjour, je vais me présenter rapidement. D'abord, je m'appelle Lucie et donc je suis actuellement en dernière année de mon cycle ingénieur en biotechnologie, où j'ai choisi la majeure bioproduction et qualité et la mineure cosmétique. Et donc, comme il a été dit, j'ai la belle opportunité d'effectuer mon stage de fin d'études chez L'Oréal, où je me verrai intégrer l'équipe qualité et maîtrise des risques en conception des métiers cosmétiques dans le campus de la recherche et innovation. Et donc, tout d'abord, pour moi, qu'est-ce que c'est un ingénieur? Pour moi, un ingénieur, c'est une personne qui est compétente, professionnelle et aussi qui est apte, mais surtout qui a la méthode et les capacités à répondre à des problématiques. Et ça s'est acquis grâce à une formation ou à ses expériences professionnelles. Et donc, en quoi je pense que ce stage va m'aider à devenir une ingénieure? Mon stage de fin d'études chez L'Oréal va me permettre de suivre un projet qui présente une problématique et donc sur lequel je vais devoir étudier et travailler aussi bien en collaboration avec le personnel du laboratoire de la recherche et innovation de chez L'Oréal qu'avec la direction internationale de la qualité, afin de du coup répondre à la problématique et de la résoudre. Et c'est donc une mission qui me donnera des responsabilités, mais aussi qui développera mon esprit critique. Et de ce fait, je suis persuadée que cette immersion professionnelle, en fait, en sera une très belle expérience et une belle préparation au métier d'ingénieur.
Ben, on vous le souhaite, Lucie. Merci. À l'inverse de la question posée tout à l'heure à Chloé, maintenant que vous avez presque fini en fait votre parcours, puisque vous êtes voilà, vous allez partir en stage et ensuite vous serez diplômé. Est-ce que la vision que vous aviez de l'ingénieur en entrant à Subiotech est restée la même ou a-t-elle évolué? Alors, c'est une bonne question parce qu'en toute honnêteté, quand je suis rentrée à Subiotech, on n'utilisait pas encore le terme ingénieur, mais plutôt le terme expert. Et de ce fait, j'avais plus une vision d'une personne qui était très compétente, mais surtout qui avait vraiment la maîtrise sur toute la maîtrise nécessaire sur son domaine de métier. Et finalement, avec le temps, on a commencé à utiliser le terme ingénieur, qui est finalement pour moi une personne compétente, mais surtout qui a les capacités à savoir comprendre une problématique, analyser du coup les informations et les utiliser à son avantage pour mettre en place toute une démarche pour répondre à la problématique. Et tout ça, ça se fait grâce à ses capacités d'adaptation, à travailler en équipe. Et donc pour moi, au final, c'est cet ensemble qui fait qui se fait grâce à une méthodologie qui a été acquise soit par le biais de sa formation, soit par ses expériences professionnelles, qui fait qu'en fait, c'est un ingénieur. Merci beaucoup, Lucie. J'ai également à mes côtés Pierre Valraffen, qui est CIO de l'entreprise de biotechnologie Cipio, qui fait appel à Subiotech. Bonjour, Pierre. Bonsoir, Olivia. Pierre, vous embauchez régulièrement des ingénieurs. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les critères pour choisir un bon ingénieur? Alors, les critères, ils sont de plusieurs natures. Mathilde évoquait tout à l'heure savoir-faire, savoir-être. Si on va du hard skill vers le soft skill, le savoir, on y attache assez peu d'importance. Pour peu que vous ayez des connaissances de base, ça nous suffit et on ne compte pas sur plus que ça parce que ce qui est nécessaire à savoir chez nous, vous l'apprendrez chez nous. En revanche, savoir-faire et savoir-être, ça pèse beaucoup plus. Dans le savoir-faire, il y a d'abord des qualités intellectuelles et de la méthode. Et peut-être, moi, l'un des premiers critères, je ne l'ai pas vu sur la slide tout à l'heure et ça m'étonne, hein, pour moi, c'est la rigueur avant la capacité d'adaptation et la capacité d'initiative qui sont importantes aussi. C'est la capacité de présenter, c'est important aussi. Et ces savoir-faire, vous allez les acquérir à la fois à l'école et dans des expériences complémentaires, à la fois les stages et tout ce qui est associatif, loisirs, et on va avoir besoin de voir ça puisqu'on ne va pas pouvoir se baser sur vos métiers précédents si on vous recrute comme jeune diplômé. Et enfin, on attache une grande importance, en tout cas chez Cipio, au savoir-être en général. On a envie de gens qui peuvent s'intégrer efficacement dans l'équipe, qui sont motivés par une certaine curiosité, qui ont plutôt le sens de l'humour. Ça, c'est des choses dont on va juger en entretien. Je précise qu'on a très peu de temps pour juger, donc vous avez un CV, une lettre de motivation pour convaincre. Il faut que votre CV soit fait rigoureusement. Si les colonnes ne sont pas alignées, ça va vous... voilà, on a 2 minutes pour lire le CV. On va juger sévèrement et essayer de faire dire plus que ce qu'il y a simplement dans les mots pour évaluer ces critères qui sont évidemment difficiles à évaluer. Pareil à l'entretien, il faut préparer son entretien et le faire bien parce que ça dure pas très longtemps pour convaincre que vous avez toutes ces qualités. Donc il faut y aller franchement et être franchement vous-même, qu'on puisse en sortir avec l'impression d'avoir commencé à faire le tour. Merci Pierre. Vous êtes vous-même ingénieur, mais vous êtes aussi titulaire d'un doctorat. Est-ce que vous pensez que c'est indispensable de poursuivre un doctorat pour être ingénieur? Alors d'emblée indispensable, a priori non, mais il y a quand même, il faut moduler la réponse. Alors il y a deux façons de voir la chose, soit en termes de qu'est-ce que cherchent les recruteurs, soit en termes de qu'est-ce que vous cherchez vous étudiants. Du point de vue du recruteur, si c'est à l'étranger, j'ai une mauvaise nouvelle pour les ingénieurs français. Le diplôme d'ingénieur n'est pas vu comme mieux
qu'un master à l'étranger. Il n'y a pas cette espèce de surcote du diplôme d'ingénieur. Et donc là, le PhD va être très important. En France, dans des fonctions R&D, on privilégie aussi plutôt le PhD. Alors c'est indispensable dans le monde académique. Vous n'aurez pas de responsabilité dans la recherche académique, dans la R&D sans PhD. Dans l'industrie, c'est moins évident. Ça évolue graduellement vers le PhD, mais c'est vrai qu'on a toujours un biais vers les écoles d'ingénieurs. Dans d'autres fonctions techniques que la R&D, on parlait tout à l'heure de qualité, de marketing, etc., le bénéfice du PhD là devient quand même beaucoup moins évident, enfin du doctorat, donc puisqu'on parle de la France, hein, à l'étranger, même pour faire de la vente technique, vous avez vraiment intérêt à avoir un PhD. Voilà, ça c'est le point de vue recruteur. Après, ce qui est très important, c'est de savoir ce que vous avez envie de faire, parce que c'est un vrai engagement. Un doctorat, c'est 3 ans, c'est long, c'est tout seul, et il faut pouvoir tenir la longueur, donc il faut avoir envie de le faire. Bon, après, c'est sûr que ça en jette. C'est une excellente expérience. On est très libre, et donc on est très libre de se planter, donc on est très libre d'apprendre. Voilà, mais c'est pas forcément utile. On peut se poser la question au bout d'1 an et demi de l'utilité de ce qu'on fait, et donc il faut avoir vraiment très envie au début. Peut-être un bon intermédiaire, c'est une thèse CIFRE, hein, donc à cheval entre le monde académique et le monde de l'entreprise, où c'est plus industriel, c'est plus dans le concret, et ça permet de commencer à travailler tout en continuant des études et de finalement combiner le meilleur des deux mondes. Merci pour cette belle conclusion. Je crois que vous avez une image pour définir ce que vous entendez par ingénieur. Oui, je la vois là, et j'avoue m'être inspiré des pignons dont on a parlé dans la préparation. Et le pignon, ça me plaisait bien, et en même temps, je trouve qu'un pignon, ça a un côté que passif. Alors j'ai cherché un pignon qui a un côté un peu plus moteur. Un ingénieur, c'est aussi un moteur dans l'entreprise, hein, c'est pas quelqu'un de passif. Et donc voilà, c'est le pignon version pédalier de vélo, donc où on voit le bras moteur qui entraîne le pignon quand même. Merci beaucoup. Alors enfin, pour conclure ce débat, je vais accueillir Johan Dix, qui est un de nos anciens et qui est devenu aujourd'hui ingénieur en recherche et développement Génopole. Alors je ne dis pas de quelle année est issu Johan. Hein. Bonjour Johan. C'est gentil. Bonsoir. Alors je ne dis pas quand vous avez été diplômé, mais est-ce que vous vous êtes senti tout de suite dans la peau d'un ingénieur quand vous avez pris le premier poste, ou est-ce que vous avez eu besoin d'un peu de temps pour endosser le costume? Non, tout de suite, je dirais non quand même. Mais après, c'est pas grave et c'est normal. Je m'explique. Ça a été déjà évoqué plusieurs fois. En ingénieur, on a parlé de gestion de projet, on a parlé de résoudre des problématiques, et tout ça, ça implique dans un premier temps de comprendre donc le projet, la problématique, mais aussi là où les solutions qui peuvent être envisagées. Donc pour de la R&D, ça va être les protocoles, les différentes expériences qui vont être conduites pour répondre à la question, savoir interpréter les résultats, savoir ce qu'on en fait, tout ça. Et un autre paramètre, effectivement, qui a déjà été évoqué aussi, c'est les gens. Savoir qui fait quoi dans l'entreprise, comment fonctionnent les différentes interactions entre les différents services, parce que ça, c'est des modes de fonctionnement qui sont propres à chaque entreprise. Donc, c'est pareil, ça prend un peu de temps pour comprendre tout ça. Et pour conduire intelligemment un projet, encore faut-il commencer par le comprendre. Donc, ça prend du temps et c'est tout à fait normal. Un bon ingénieur le fera rapidement, mais de toute façon, il y a un délai incompressible. Et alors maintenant que vous êtes un petit peu plus ancien et que vous avez une certaine expérience, quel conseil vous pourriez donner à un jeune diplômé ingénieur qui arriverait en poste dans votre service ou en poste dans toute autre société, dans un poste d'ingénieur? Google est ton ami. Et de manière plus générale, il n'y a pas de honte à poser des questions, que ce soit ou à regarder comment les gens font. Même des gens qui, a priori, sont plutôt en dessous dans la chaîne hiérarchique, notamment pour la R&D, de ce que je connais, puisque c'est ce que je fais au quotidien. Discuter, poser des questions, regarder comment travaillent les techniciens de laboratoire, c'est quelque chose qui est assez fondamental pour moi. Parce que derrière, si on est amené à leur demander de faire quelque chose,
savoir ce que ça représente en termes de charge de travail et tout ça, ça facilite aussi bien l'intégration que la gestion du projet en elle-même. Donc, c'est plutôt un critère d'importance. Et je pense que là-dessus, Subbiothèque a 2 gros avantages, du moins ce que moi j'en ai retiré. C'est dans un premier temps un cursus assez large, donc qui nous donne des connaissances théoriques de base, parce qu'on ne va pas se mentir, hein, effectivement, les connaissances qu'on acquiert à l'école, ça reste des connaissances de base. Mais au moins, avec une bonne base, on peut aller plus loin, plus vite. Enfin, c'est plus facile de construire si les fondations sont solides. Et ça, c'est le premier aspect qui, moi, m'a plu à Subbiothèque, au moins rétrospectivement. Et derrière, il y a, au sein de Subbiothèque, il y a une partie de la formation qui se fait un peu en autonomie, avec des projets de groupe et des choses comme ça. Et ça, c'est très important, parce que ça permet de savoir où aller chercher l'information et de savoir la compiler. Et Pierre évoquait la présentation aussi des résultats, et donc c'est un tout qui fait que, personnellement, je suis plutôt content d'avoir fait Subbiothèque. Ah, ça c'est une belle conclusion, Johan. Merci. Je vous remercie toutes et toutes pour votre participation, vos conseils et ces échanges. On a peut-être 2-3 minutes pour répondre à des questions d'internautes. Je vais regarder si on a des internautes qui posent des questions. Oui, par exemple, quelqu'un me dit qu'un ingénieur travaille en équipe avec des personnes multicompétentes dans plusieurs domaines. Concrètement, quelles peuvent être les missions d'un ingénieur en R&D? Alors, je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Johan. Ouais, hein, il paraît que ça correspond pas trop mal à ce que je fais, donc je vais essayer d'apporter. Alors, je suis pas sûr d'avoir eu tous les éléments de la question. On a parlé de multicompétences dans plusieurs domaines. Les missions, après il y a aussi différents profils au sein parmi les ingénieurs R&D. Il y en a qui peuvent travailler en autonomie, auquel cas les missions, ça va être de gérer un projet un peu de A à Z. Savoir aller chercher l'information sur quelles techniques vont être nécessaires à la compréhension de notre problématique, l'interprétation des résultats, puis recommencer un tour une fois qu'on a une information supplémentaire. Et puis après, il y a d'autres ingénieurs qui vont être plutôt dans la gestion translationnelle d'un projet. Donc là, ça va être plutôt de la gestion de tâches, de timing, de planning et de choses comme ça. Donc les missions d'un ingénieur, même en R&D, en fait, ça peut être assez large en fonction de là où on travaille et du type de structure aussi. En fonction de si on est dans une grosse boîte ou si on est dans une petite start-up. La petite start-up va nécessiter une plasticité qui n'est pas forcément nécessaire et pas forcément bienvenue dans certaines grosses boîtes. Merci. On a une question, je pense, pour Pierre. Quel doctorat on peut faire après Subbiothèque ? Alors, j'ai envie de vous répondre à n'importe lequel. Un doctorat, ça se définit finalement par le sujet de thèse. Hein. Moi, je me souviens même plus en quoi il est. Mon doctorat, il est en base fondamentale dans l'oncogénèse, ce qui ne veut rien dire pour personne. Voilà, c'est un doctorat en biologie, comme on disait au XXe siècle. Et si vous voulez aller faire de la physique des biopolymères, je pense que vous pouvez en sortant de Subbiothèque. Donc ça peut être un doctorat en physique, en chimie, en biologie en particulier. Évidemment, si vous parlez de doctorat d'histoire, là ça va être un peu plus compliqué. Il va falloir vendre votre histoire quand même bien, mais c'est très très ouvert. Merci beaucoup. Écoutez, j'espère qu'on a pu vous éclairer sur la définition du métier d'ingénieur. Il est 19h35, donc on va devoir vous quitter maintenant. Je vous invite en tout cas à vous joindre à notre prochain live qui aura lieu mardi 2 février à 19h. C'est indiqué sur le slide devant nous qui évoquera le concours Advance, concours qui permet d'accéder à Subbiothèque. Merci d'avoir participé à ce live. Merci à nos participants, experts et témoins d'être venus apporter leur pierre à l'édifice. J'espère à bientôt. Au revoir, bonne soirée.